Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mesdames et messieurs, devant le titre de cette chaire particules élémentaires, gravitation et cosmologie, on peut se demander sans doute s'il est logique de combiner trois branches de la physique apparemment très éloignées l'une de l'autre en une seule et même chaire. En effet, particules élémentaires signifie l'étude de la structure la plus intime de la matière, pas seulement à l'intérieur des atomes et de leurs noyaux, mais aussi à l'intérieur des protons et des neutrons qui constituent ces noyaux. Le monde donc de l'infiniment petit. La gravitation, en revanche, fait partie de notre expérience quotidienne, même ici dans cette salle. Elle concerne donc nos échelles terrestres, comme on l'a vu malheureusement le 26 décembre dernier. Enfin, la cosmologie étudie l'univers entier, sa naissance, son évolution, sa structure actuelle sous forme d'étoiles, de galaxies, d'amas de galaxies. C'est le mot de l'infiniment grand. Mais comme le mot infiniment fait peur, en particulier aux physiciens, essayons d'abord de les remplacer par des quantités grandes ou petites, mais finies. La plus petite échelle que les physiciens des particules osent approcher aujourd'hui est une échelle introduite par Max Planck il y a environ un siècle. On l'appelle la longueur de Planck, on la dénote avec LP, et on la définit par cette équation. La valeur de cette longueur est d'environ 10-35 mètres. Pour les non-experts, ça veut dire que 10 à la 35 fois la longueur de Planck, donc ce nombre gigantesque de longueur de Planck nous donne juste un mètre. On peut lui associer aussi un intervalle de temps caractéristique qu'on appelle le temps de Planck et qui vaut cette petite fraction de seconde. On voit apparaître dans ces expressions-là trois quantités. C'est grand G, qui est la constante de gravitation ou constante de Newton, qui détermine par exemple la gravité sur la surface de la Terre. On voit aussi la vitesse de la lumière, C, et finalement une constante fondamentale, H, qui porte aussi le nom de Planck et qui marqua en 1900 le début de la mécanique quantique. D'autre part, la plus grande distance concevable en cosmologie est ce qu'on appelle les rayons à l'horizon de Hubble, LH, qui apparaît dans la célèbre loi d'Edwin Hubble de 1929. Cette loi relie la distance 2, petit 2, d'une source de lumière dans le cosmos au décalage vers le rouge, c'est-à-dire l'augmentation delta lambda de la longueur d'onde lambda de cette même lumière. La valeur de LH est d'environ 10 à la puissance 26 mètres, donc énorme par rapport au mètre, et correspond aussi à la limite ultime de ce que nous pouvons observer dans le cosmos. Comme pour LP, on peut aussi associer à cette longueur LH un temps caractéristique, le temps de Hubble, qui égale environ 10 à la 18 secondes, traduit en années 10 milliards d'années environ, et qui correspond grosso modo à l'âge de l'univers. La conclusion est que même si on remplace ces infinis dont j'ai parlé tout à l'heure par des nombres finis, l'intervalle d'échelle est énorme. Si on considère les rapports entre ces deux longueurs ou ces deux intervalles de temps,
Ce rapport est 10 à la puissance 61, ça veut dire un 1 suivi par 61 zéros, quelque chose du jamais vu auparavant en physique. Afin d'expliquer pourquoi, en dépit de cette énorme hiérarchie d'échelle, il existe un lien profond entre particules élémentaires, gravitation et cosmologie, je vais me servir d'un outil inventé par des physiciens russes, y compris le grand Lev Landau, à partir des années 30. Dans sa formulation la plus récente, cet outil prend la forme d'un cube. Pourquoi? Reprenons la définition de L. Planck. Comme je l'ai déjà remarqué, elle contient les produits de trois quantités, G, H et 1 sur C. Ces trois quantités peuvent être utilisées pour définir trois axes dans un espace. Pas l'espace où nous vivons, bien sûr, mais un espace de théorie, si vous voulez. Donc, dans un sens, on va faire, pendant un bon quart d'heure, une théorie des théories, mais seulement pour des raisons pédagogiques. On peut en effet se demander si ces trois dimensions sont suffisantes. On dit souvent qu'il existe bien en physique un quatrième axe, celui de la complexité. C'est le domaine de la mécanique statistique, de la matière condensée, discipline auquel nos collègues Pierre-Gilles Desgennes et Philippe Nozière ont tant contribué. Je vais ignorer pour cette leçon cet axe, car d'une part, il ne rentre pas dans mes compétences, et de l'autre, je l'excuse qu'elle serait difficile de visualiser cette quatrième dimension. Dans ces cubes, donc, chacun des axes représente une des trois quantités que je viens de mentionner. Bien sûr que dans la nature, ces trois constantes ont des valeurs précises, mais les théoriciens, au contraire des expérimentateurs, peuvent imaginer de les changer à leur gré. Plus correctement, ce qui compte n'est pas la valeur de chaque constante en soi, mais le rapport numérique entre cette constante et une quantité du même genre qui caractérise les problèmes. Par exemple, le rapport entre une certaine vitesse et la vitesse de la lumière. Évidemment, ce rapport peut changer d'un problème à l'autre. Donc, un des axes, dénoté par G, représente l'intensité de la force de gravité selon la loi d'attraction universelle de Newton qui date du XVIIe siècle. On peut considérer des cas limites où cette force est négligeable et les décrire formellement comme correspondant à la limite où G égale 0. On tombe là. Les deux autres axes, dénotés par 1 sur C et H, sont liés à des développements beaucoup plus récents qui, à l'aube du XXe siècle, sécurisent la physique comme jamais jusque-là, la relativité et la mécanique quantique. On célèbre cette année, l'année de la physique, le centenaire du premier papier d'Albert Einstein sur la relativité restreinte, où il démontre que, à cause de l'existence d'une vitesse maximale, celle de la lumière, c, l'espace et le temps ne peuvent plus être considérés comme des concepts absolus. Nos concepts intuitifs de l'espace et du temps refont surface si l'on considère des mouvements qui sont lents par rapport à c. Formellement, cette limite, dite non relativiste, correspond à faire tendre c vers l'infini, c'est-à-dire 1 sur c vers 0, donc à nouveau vers le point 1. Il a fallu par contre plusieurs papiers et plusieurs grands physiciens, Bohr, Planck, de Broglie, Heisenberg, Schrödinger, pour établir sur des bases solides la deuxième grande révolution du XXe siècle, celle qui remplaça le déterminisme classique par l'incertitude de la mécanique quantique, faisant intervenir la constante de Planck, H. Comme l'a très bien expliqué Serge Haroche dans sa leçon inaugurale, le comportement quantique redevient classique avec une très bonne approximation quand le système devient macroscopique et surtout quand il interagit avec l'environnement et subit des effets en processus de décohérence.
Cette limite classique est formellement obtenue en posant h égale 0, c'est-à-dire en éliminant complètement l'incertitude. Après avoir redessiné quelque peu ces axes pour des raisons de clarté graphique et les avoir aussi renommés un petit peu, nous pouvons maintenant commencer à bouger dans ces cubes avec comme point de départ les sommets 1 où G égale 1 sur C égale H égale 0. Comme je viens de l'expliquer, ces points correspondent à des situations où les effets relativistes et ceux de la mécanique quantique, aussi bien que la gravité, peuvent être négligés. Cette dernière approximation peut sembler suspecte ici sur la Terre, mais nous pouvons imaginer des expériences dans l'espace ou éliminer les effets de la gravitation d'une façon artificielle. Par exemple, étudier des collisions de boules sur une table de billard. Le sommet 1, donc, correspond à la mécanique classique telle qu'on l'a décrit par l'autre loi célèbre de Newton, F égale ma, qui relie force, masse et accélération. Déplaçons-nous maintenant du sommet 1 vers un des trois sommets qui lui sont proches. Si l'on se dirige vers le numéro 2, donc le long de l'arête 1-2, on ajoute simplement la gravitation, tout en restant classique et non relativiste. C'est le domaine de la gravité newtonienne. Un exemple de système physique qu'on peut décrire ainsi est le système solaire. Il est sûrement assez grand pour un traitement classique. En même temps, le mouvement des planètes est suffisamment lent pour n'avoir que de petites, mais dans certains cas mesurables, corrections relativistes. En effet, l'explication des lois empiriques de Kepler fut un des plus grands triomphes de la théorie de la gravitation d'Isaac Newton. Prenons maintenant la direction verticale de l'arête 1-3. Cela signifie que l'on considère des systèmes qui ont des très grandes vitesses, proches de la vitesse de la lumière, mais dans lesquels ni la gravité ni la mécanique quantique ne jouent un rôle important. C'est le domaine de la relativité restreinte. Un exemple est celui d'une particule élémentaire, disons un électron, qui tourne dans les anneaux d'un des accélérateurs du CERN. Pour faire approcher la vitesse de cette particule de celle de la lumière, on est obligé de lui fournir beaucoup d'énergie. Pourtant, aucune énergie, aussi élevée soit-elle, n'amènera la vitesse de la particule à atteindre cette valeur limite. Finalement, si on se déplace vers le sommet 4, on entre dans le domaine de la mécanique quantique non relativiste. Les systèmes typiques sont ici, bien sûr, les atomes. Dans un atome, la force gravitationnelle est tout à fait négligeable, tandis que les effets relativistes sont petits, mais mesurables. Comme l'ont montré nos collègues physiciens du collège, la même mécanique quantique décrit aussi, d'une façon remarquable, le comportement des systèmes d'atomes, par exemple dans la condensation de Bose-Einstein, voire la leçon inaugurale de Sandro Stringari d'il y a juste une semaine. Avec tous ces succès, nous essayons maintenant de devenir plus ambitieux dans notre promenade. Que se passe-t-il, par exemple, si on considère des systèmes dans lesquels 2 des 3 ingrédients deviennent essentiels? Évidemment, nous sommes obligés de combiner nos théories, mais additionner des théories, ce n'est pas comme additionner des nombres. On obtient dans un sens beaucoup plus que leur somme. Un exemple typique est celui de la combinaison de la gravité newtonienne et de la relativité restreinte. Elle correspond à nous faire bouger sur toute une face de notre cube, indiquée là, avec les sommets 1, 2, 3 et 5.
Cette synthèse est tout sauf banale. Elle fut réalisée en 1916 grâce à un deuxième coup de génie d'Einstein et s'appelle la relativité générale. Dans cette théorie, la gravitation est réduite à pure géométrie, car la matière rend courbe l'espace-temps plat de la relativité restreinte. Les trajectoires que nous voyons courbées par la force de gravité ne sont rien d'autre que des géodésiques, c'est-à-dire des trajectoires de longueur minimale, dans un espace courbe. La relativité générale prédit des petites corrections à la gravitation newtonienne, corrections qui ont été mesurées avec précision et qui confirment pleinement la théorie d'Einstein. La relativité générale est devenue, dans un sens, le modèle standard de la gravitation classique. Et ces effets sont tenus compte, par exemple, dans les GPS, les Global Positioning System. Ici, standard a la signification des modèles de référence, si on veut, les modèles à battre, si on veut faire mieux. Des systèmes physiques pour lesquels la théorie de Newton est complètement inadéquate sont les trous noirs. Ces objets sont suffisamment lourds et compacts pour que la lumière elle-même ne puisse s'en échapper. Les physiciens sont maintenant convaincus que des trous noirs, même des gigantesques, existent, en particulier au centre de notre galaxie. Une deuxième prédiction de la relativité générale concerne l'existence d'ondes gravitationnelles. Pour l'instant, la preuve de leur existence n'est qu'indirecte, mais tout de même convaincante. C'est la perte d'énergie par des systèmes d'étoiles binaires par rayonnement d'ondes gravitationnelles. Cependant, la recherche directe est aussi en marche, en particulier dans le projet franco-italien Virgo, près de Pise. Poursuivant notre voyage, on est amené à explorer une autre face, la 1, 3, 4, 6, où la gravité a peu d'importance, mais mécanique quantique et relativité jouent tous les deux un rôle essentiel. C'est le domaine de la physique des particules élémentaires, des accélérateurs où, au lieu de laisser les particules tourner tranquillement comme tout à l'heure, on les force à entrer en collision, elles se brisent et l'on essaie de comprendre les résultats. Comment les physiciens ont-ils réussi à combiner mécanique quantique et relativité restreinte? Une fois de plus, à la différence du cas de la gravitation, il a fallu un long travail de la part de beaucoup d'expérimentateurs et de théoriciens. La solution générique s'appelle la théorie quantique des champs, tandis que sa réalisation plus spécifique pour les particules et les interactions que nous connaissons s'appelle le modèle standard des particules élémentaires. Né au début des années 70, le modèle standard a été vérifié tout au long de 30 ans d'expérience toujours plus précises, sans qu'on trouve jusqu'ici des contradictions dignes de ce nom. Il faudrait trop de temps pour décrire, même dans ces grandes lignes et sans formule, le modèle standard. Par conséquent, je vais me limiter à mentionner un aspect général de la théorie quantique des champs et à donner un exemple de la physique du modèle standard. Tout le monde connaît la fameuse formule d'Einstein, E égale mc2, selon laquelle matière et énergie peuvent se transformer l'une en l'autre. En effet, dans les expériences typiques au CERN, on accélère des particules légères, bien connues, des électrons, des positrons. On les fait collisionner et souvent, leur grande énergie se transforme en de nouvelles particules, beaucoup plus lourdes, qu'on ne trouve pas dans la nature parce qu'elles sont instables. Ce n'est pas tout. À cause du principe d'incertitude de la mécanique quantique, cette transmutation d'énergie en particules et vice-versa a lieu même de façon virtuelle, c'est-à-dire en apparente violation du principe de conservation de l'énergie, pourvu que le processus ait une très courte durée. C'est indiqué ici,
un électron qui émet un photon très énergétique. Ces processus virtuels sont la cause de certaines petites corrections au spectre atomique et au moment magnétique de l'électron et du muon, effets qui sont calculés et mesurés avec un accord spectaculaire entre théorie et expérience. Il y aura un séminaire dans mon cours exactement sur ce sujet. Un deuxième succès de la théorie quantique des champs est la prédiction de l'existence de l'antimatière sous la forme de l'antiélectron ou positron, de l'antiproton, des antiatomes, système qu'on a pu recréer en laboratoire et qui pour l'instant manifeste toutes les propriétés attendues. Pour donner maintenant un exemple d'un des aspects du modèle standard, je choisirai, pour plusieurs raisons, la théorie des interactions fortes ou nucléaires, dite chromodynamique quantique. Certains aspects de cette théorie feront l'objet de mon cours de cette année, d'autres de celui de l'année suivante. Comme tout le monde sait, les noyaux sont faits de protons et de neutrons, appelés génériquement des nucléons. Mais les nucléons eux-mêmes sont-ils élémentaires au même niveau qu'un électron, disons? La réponse de la chromodynamique quantique et apparemment de la nature est que les nucléons sont faits à leur tour des quarks, particules portant des charges fractionnaires, moins des tiers et plus un tiers de la charge de l'électron, qui ont la caractéristique de ne jamais se trouver seuls. Ils restent toujours confinés, un groupe de trois à l'intérieur du nucléon, par des forces de liaison, un peu comme un électron et un proton, ici, sont liés entre eux dans l'atome d'hydrogène. La grande différence est que si on peut ioniser un atome, séparé des électrons du noyau, avec une quantité finie d'énergie, on ne peut pas en faire autant dans les nucléons. Même une très grande énergie ne suffira pas à séparer dans un proton un quark de ses deux compagnons. Cette grande énergie sera plutôt dépensée pour former un long et mince tube de champ chromoélectrique qui, vu de loin, ressemble à une corde élastique. On va revenir là-dessus. La chromodynamique quantique, avec la théorie électrofaible qui unifie les interactions électromagnétiques et faibles, forme ensemble les modèles standards des particules élémentaires, une conquête qui, selon moi, restera à jamais dans les livres de physique, un peu comme la théorie de Newton, même le jour où elle sera englobée dans un schéma plus ambitieux. Avec la relativité générale pour les phénomènes gravitationnels et les modèles standards pour tous les autres, relativité générale, modèle standard des particules élémentaires, les physiciens et les théoriciens, comme moi en particulier, auraient pu se contenter, pourquoi pas. Le problème est que chacune de ces deux théories marche très bien dans sa propre région de notre espace de théorie. Mais la nature nous oblige à regarder des phénomènes qui ne sont ni sur l'une ni sur l'autre face du cube, mais quelque part dans son intérieur, où les trois ingrédients, gravité, relativité et mécanique quantique, participent tous d'une façon essentielle. Ce domaine est surtout celui de la cosmologie, en particulier de la cosmologie primordiale qui étudie l'origine même de notre univers. Il est intéressant de souligner pourquoi la cosmologie implique toutes les dimensions de notre cube. Les raisons sont à la fois simples et solides. Il découle du fait que l'univers, depuis environ 15 milliards d'années, est en phase d'expansion et de refroidissement. Donc, comme on remonte vers le passé, on trouve un univers toujours plus chaud et dense. Mais température élevée signifie haute énergie, ce qui implique la nécessité d'un traitement relativiste. Haute densité signifie des forces gravitationnelles très importantes
et donc, selon la relativité générale, de grandes courbures de l'espace-temps. Ces courbures élevées entraînent des phénomènes quantiques non négligeables, par exemple la création de particules. Comme on regarde donc toujours plus loin dans l'espace et donc toujours plus en arrière dans le temps, gravitation, relativité et mécanique quantique deviennent tout essentielles. En outre, les deux échelles, la longueur de Hubble et la longueur de Planck, pourtant si éloignées l'une de l'autre, finissent pour être connectées. En conclusion, un voyage vers le Big Bang, c'est un voyage dans notre espace de théorie qui nous amène inexorablement du sommet 1, où on avait commencé notre promenade, vers le sommet 8, les plus lointains et les plus difficiles. Et comme il n'était pas du tout banal de marier deux théories, il a fallu 11 ans à Einstein, pas n'importe qui, pour combiner la gravité newtonienne et la relativité restreinte. Il a fallu à peu près 50 ans pour mettre ensemble la relativité restreinte et la mécanique quantique. On peut bien imaginer les difficultés auxquelles on se heurte pour réaliser la grande synthèse de tous les trois, c'est-à-dire pour résoudre cette équation. Qu'est-ce que ça donne la somme de ces deux théories? Mais pourquoi est-il nécessaire de comprendre l'univers dans ses premiers instants de vie? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de rappeler l'état actuel de nos théories cosmologiques. Nous pouvons nous demander d'abord jusqu'où nous pouvons comprendre l'univers, sa structure et son évolution en utilisant que la relativité générale et les modèles standards. La réponse est que nous pouvons aller assez loin dans la description d'une myriade de phénomènes que nous observons dans le ciel, mais en même temps, nous rencontrons aussi plusieurs énigmes et paradoxes pour lesquels cette combinaison naïve de nos théories ne jette aucune lumière. Les succès du modèle cosmologique du Big Bang Show sont bien connus, mais je vais tout de même en rappeler brièvement les principaux. Il y a d'abord les rayonnements cosmiques fossiles, découverts en 1963 par Penzias et Wilson, qui découvrent que l'univers est rempli d'un fond de radiation électromagnétique, ou, si l'on préfère le langage quantique, d'un gaz diffus de photons. Ce gaz est en équilibre thermique et sa température est très bien mesurée à 2,7 degrés Kelvin au-dessus du zéro absolu. Il y a ensuite la formation des structures. On peut comprendre comment les structures sur grande échelle que nous observons dans l'univers, les galaxies par exemple, ont pu se développer à partir de quelques toutes petites inhomogénéités initiales par le biais d'un mécanisme d'instabilité gravitationnelle. Et après, il y a la nucléosynthèse du Big Bang, c'est-à-dire la formation des noyaux légers à partir des protons et des neutrons, la naissance et l'évolution des étoiles, mais pour lesquelles on a une théorie satisfaisante. Beaucoup de problèmes restent cependant à résoudre. Je passerai vite sur 3 d'entre eux car, sans doute, leur solution doit être cherchée plutôt dans la physique des particules que dans la grande synthèse dont je viens de parler. Il s'agit de la asymétrie entre matière et antimatière dans l'univers. Même si on l'a créée dans les laboratoires, l'antimatière, elle est absente dans notre univers. Et en plus, la matière ordinaire, elle n'est pas majoritaire dans l'univers. En effet, des données récentes montrent qu'une grande partie de la masse de l'univers est sombre ou noire, au sens qu'elle n'émet ni lumière ni aucune autre forme de rayonnement électromagnétique. Et en plus, on sait qu'elle n'est pas faite d'atomes normaux. On a découvert aussi, plus récemment, que l'univers a connu dans un passé proche une période d'expansion accélérée.
Or, pour expliquer cette accélération cosmique, on doit faire appel à une nouvelle source d'énergie qui génère répulsion plutôt qu'attraction. Et on l'a appelée énergie sombre. On estime à environ 65%, 30% et 5% les contributions de l'énergie sombre, de la matière sombre et de la matière ordinaire à l'énergie totale de l'univers. Et la nature de la matière et de l'énergie sombre reste à aujourd'hui mystérieuse. En revanche, nous allons nous arrêter plus longtemps sur deux autres problèmes plus proprement gravitationnels. Le premier est que l'univers est homogène et isotrope à grande échelle. Même s'il est manifestement structuré, puisque des régions presque vides en séparent d'autres qui sont denses, l'univers apparaît très homogène à grande échelle. Les amas de galaxies sont répartis de façon quasi uniforme à travers l'univers visible. Une manifestation de l'isotropie est la remarquable indépendance de la température du rayonnement cosmique fossile de la direction d'où il provient jusqu'à nous. Et d'où la structure de l'univers provient-elle? On sait maintenant que cette isotropie dont j'ai parlé n'est vraie qu'à un 100 millième près. On croit que sans ces petites inhomogénéités, l'univers aurait été si lisse et si homogène que les étoiles n'auraient pas pu se former. Autrement dit, il faut des variations faibles mais non nulles par rapport au fond homogène pour expliquer l'univers tel qu'il est aujourd'hui. Le modèle cosmologique traditionnel est absolument incapable d'expliquer les deux points mentionnés ci-dessus. Ici, on voit les temps qui progressent verticalement, l'espace horizontal. Ça, c'est l'univers aujourd'hui. Et ça, c'est la taille de l'univers un petit temps de Planck après le Big Bang. L'univers, à ce moment-là, avait déjà trop grandi pour son âge, pour avoir eu le temps de s'homogénéité sur toute sa grandeur. Si des conditions génériques sont spécifiées à ce moment-là, les inhomogénéités actuelles devraient excéder de beaucoup celles que nous observons. Si en revanche, les conditions initiales sont réglées très finement ici, il n'y a aucun moyen de s'écarter plus tard de cette homogénéité et de cette isotropie et donc d'expliquer les structures à grande échelle que nous observons. Il est intéressant de souligner que les réponses à ces énigmes sont venues d'idées empruntées à la physique des particules élémentaires. En effet, au début des années 80, un théoricien des particules, Alan Guth, s'est rendu compte que l'énergie potentielle emmagasinée dans un nouveau champ appelé l'inflaton agit comme une force répulsive par opposition au caractère attractif de la force gravitationnelle de la matière ordinaire. Alors qu'une force attractive tend à freiner l'expansion de l'univers, une force répulsive tend à l'accélérer. L'expansion peut devenir exponentielle. Par conséquent, l'univers primordial était beaucoup plus petit dans cette nouvelle cosmologie que dans la cosmologie conventionnelle. Donc on remplace ces idées-là avec ces dessins et on voit que l'univers primordial était maintenant très très petite et donc elle a pu s'homogénéiser sur toute sa taille. En même temps, donc, les inhomogénéités initiales s'étirent jusqu'à devenir inobservables, mais en même temps, l'inflation possède un mécanisme pour générer, au-dessus de l'univers lisse produit par sa rapide expansion, une quantité calculable de fluctuations qui seraient à l'origine des structures à grande échelle que nous observons. Il est tout à fait remarquable que la cause elle-même de ces fluctuations primordiales
soit à chercher dans la mécanique quantique, c'est-à-dire en dehors de la relativité générale classique. La cosmologie inflationniste est donc un pas en avant considérable dans notre compréhension de la façon dont l'univers a pu devenir tel que nous le connaissons. Néanmoins, il ne répond pas à deux questions importantes. La première est qu'est-ce que c'est l'inflaton, on n'a pas de bons candidats pour ce nouveau champ. Et qu'est-ce que c'est qui a déterminé les conditions initiales? On a besoin de certaines conditions initiales pour déclencher l'époque inflationniste. Mais pour comprendre ces conditions initiales, il faut remonter encore plus en arrière dans le temps, avant la période inflationniste, et donc tout près du Big Bang. Et c'est là que les problèmes avec la relativité générale d'Einstein commencent. Donc, quels sont ces problèmes? Il y a des problèmes au niveau purement classique. On peut appeler ça l'ubiquité des singularités classiques. Il s'agit des faits suivants. Les équations d'Einstein décrivent très bien la gravité dans des systèmes à grande échelle. Toutefois, elles recèlent les germes d'un sérieux problème lié à cette instabilité gravitationnelle qui, je le répète, est important pour la formation des structures, les grumeaux de matière que nous observons dans l'univers. Cependant, ces grumeaux tendent à devenir de plus en plus denses, si bien que, inéluctablement, et après un laps de temps fini, ils sont comprimés au point de devenir de taille nulle. À cet instant-là, des grandeurs physiques comme la densité et la température deviennent infinies. En mathématiques, on parle d'une singularité. Des théorèmes mathématiques établissent qu'un tel comportement est générique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il se produit à partir de conditions initiales parfaitement normales. L'exemple le plus connu d'une telle singularité est celui qui est associé à la cosmologie. L'expansion actuelle de l'univers implique qu'à une date éloignée mais finie dans notre passé, il y a environ 15 milliards d'années, celui-ci était dans un état de densité et de température infinies, le fameux Big Bang. Puisque les équations d'Einstein n'ont pas de sens avant ce moment-là, les physiciens en ont conclu que le temps lui-même a dû avoir un commencement. Or, cette propriété de la cosmologie conventionnelle est, comme je l'ai déjà remarqué, l'une des causes des énigmes cosmologiques. Rappelez-vous, l'univers était trop grand pour son âge. L'inflation, en réduisant d'une façon dramatique les dimensions de l'univers primordial, est une façon de sortir du problème. Peut-être même la seule si nous admettons que l'univers a commencé par une singularité, un instant appelé t égale 0. Toutefois, s'il n'y avait pas eu de véritable singularité à cet instant, et si par conséquent aller avant le Big Bang avait du sens, l'univers pourrait être plus vieux que ce que nous avons supposé, et il aurait disposé de plus de temps pour réaliser son équilibre thermique. On arrive à en descente de ce genre-là. Mais est-il possible de s'affranchir de la singularité du Big Bang? Une énigme assez semblable a tracassé les physiciens à la fin du XIXe siècle, la stabilité des atomes. Dans un atome d'hydrogène, par exemple, un électron tourne autour d'un proton auquel il est lié par la force de Coulomb. Toutefois, normalement, une particule chargée qui décrit un cercle ou une ellipse émet de la radiation électromagnétique ou des photons et perd de l'énergie. Au bout d'un laps de temps relativement court, l'électron devrait tomber vers le proton et s'y écraser. La solution de ce problème fut donnée par la mécanique quantique. Si l'électron poursuivait sa chute, sa distance finale du proton serait connue à être exactement égale à 0. Mais en vertu du principe d'incertitude d'Heisenberg, sa vitesse moyenne et donc son énergie deviendraient d'un coup infinie. Au lieu de quoi, l'état d'énergie le plus bas du système correspond à une distance optimale
et incertaine aussi entre électrons et protons, d'une valeur moyenne de 10-10 mètres, et l'atome, ainsi, a une taille finie et surtout, il est stable. C'est très bien expliqué dans la leçon inaugurale de Claude Cointanucci. Cet exemple soulève naturellement une question. Peut-on remédier de manière analogue aux singularités de la relativité générale en recourant à la mécanique quantique, comme ici? Effectivement, il est facile de démontrer que les effets quantiques ne peuvent pas être négligés dès lors que densité, température et courbure de l'espace-temps atteignent certaines valeurs très élevées mais finies. Ces valeurs sont liées, une fois encore, aux trois constantes fondamentales que j'avais tout au début, G, H et C. Les rayons de courbure critique, par exemple, est rien d'autre que cette longueur de Planck. Autrement dit, les effets quantiques sont certainement importants à une distance temporelle de la singularité du Big Bang de l'ordre du temps de Planck, de déjà mentionné 10-43 secondes, lorsqu'on ne peut plus se fier à la théorie d'Einstein. Donc, pour en savoir plus sur la crédibilité ou non de la singularité, il faut inclure dans la théorie d'Einstein des effets quantiques non négligeables. C'est la fameuse et difficile grande synthèse. Et là, il y a des problèmes au niveau quantique. Il y a un conflit entre la gravité telle que l'a décrit la théorie d'Einstein et la mécanique quantique. Cette difficulté est connue depuis longtemps. Il relève en dernière instance du principe d'équivalence lui-même qui implique que les effets gravitationnels soient proportionnels à l'énergie. Du point de vue classique, cela implique que les problèmes de gravité forte ne se posent qu'aux énergies, densités et températures très élevées, comme près du Big Bang. Cependant, comme je l'ai déjà mentionné, même dans un processus de basse énergie, des quanta virtuels peuvent être créés sur des laps de temps très courts. Ces quanta interagissent fortement au niveau gravitationnel parce qu'ils sont très énergétiques. Si bien que cette interaction finit par affecter la physique et d'une façon catastrophique, là, même aux basses énergies. Donc, la mécanique quantique pour la gravitation, loin de remédier à notre difficulté du niveau classique, semble les aggraver en les propageant où il n'y en avait pas. Si nous cherchons à nouveau des analogies, nous trouvons un problème très semblable dans celui qu'a rencontré la théorie des interactions faibles proposée par Enrico Fermi dans les années 30 et les efforts faits pour contourner cette difficulté conduisirent à l'invention de la théorie électrofaible. À la différence de la théorie de Fermi, un processus caractéristique des interactions faibles, tel que la désintégration d'un neutron en un proton, un électron et un neutrino, survient dans une région finie plutôt que dans un seul point de l'espace-temps. Quand on passe de cette théorie-là à cette théorie-là, on voit un étalement de l'interaction. Cet étalement, c'est ce qui rend les grandeurs infinies inoffensives. Pouvons-nous agir de la même manière avec la théorie d'Einstein? Pouvons-nous en quelque sorte étaler la relativité générale? A priori, cela semble difficile, sinon impossible, puisque la relativité générale repose essentiellement sur le continuum de l'espace-temps, dans lequel la coïncidence des événements en un point de l'espace-temps joue un rôle tout à fait central. Et pourtant, il y a une possible solution. J'ai déjà mentionné comment, dans la chromodynamique quantique, on peut envisager des structures cordiformes au niveau de certaines particules du monde nucléaire. Il n'est donc pas si étonnant qu'en 1968,
Alors que j'essayais de décrire la collision à haute énergie de ces particules, j'ai atterri, sans le savoir, sur une théorie des cordes. Au départ, ce n'était qu'une formule mathématique qui possédait des propriétés amusantes. Cette formule fut bientôt généralisée et ses propriétés étudiées en détail jusqu'à ce qu'au début des années 70, on s'est rendu compte que la physique cachée derrière toutes ces mathématiques était assez remarquable et surprenante. La formule décrivait les particules nucléaires comme des cordes. Ce fut une révolution puisque jusque-là, on avait toujours considéré les particules élémentaires comme des objets semblables à des points. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle théorie? En anglais, quelqu'un a dit ça en deux mots assez éloquents. String theory is the theory of strings. Comment puis-je traduire cela en français? Je n'ai pas trouvé mieux que la théorie des cordes et la théorie d'une corde, où minuscules, majuscules, singuliers et pluriels sont cruciaux. Ce qu'on veut dire par là, c'est que la théorie des cordes, à l'opposé de la relativité générale, a des origines modestes. Au lieu de partir avec un grand principe, le principe d'équivalence d'Einstein, on part tout simplement avec l'hypothèse que toutes les particules élémentaires sont des modes de vibration d'une corde élastique, assujettis aux lois de la relativité restreinte et de la mécanique quantique. Les restes, y compris les grands principes, ne sont que des conséquences de cette hypothèse. On peut exprimer cela en écrivant que corde plus relativité restreinte, plus mécanique quantique, nous donne cette grande synthèse. Mais vous vous demanderez comment est-ce que c'est possible? C'est le résultat de quelques miracles quantiques. La mécanique quantique est essentielle ici. Je m'explique. De manière analogue à ce qui se passe pour l'atome d'hydrogène, le principe d'incertitude implique que la corde a une taille finie, qu'on appelle la longueur de la corde, LS, S c'est pour string en anglais. Cela introduit une nouvelle échelle fondamentale de longueur. Donc, comme l'atome d'hydrogène avait sa taille finie à cause de la mécanique quantique, comme ça la corde, de la même façon, a sa taille finie. C'est précisément cette taille finie des cordes qui est responsable de l'étalement des interactions sur une distance finie, éliminant ainsi les infinis dus aux effets virtuels. Mais, donc là, on voit aussi un processus de collision des particules vu par la théorie des cordes. Mais où elles sortent les interactions elles-mêmes? Elles sont dues à un deuxième miracle quantique. Certains modes de vibration de la corde correspondent à des particules de masse nulle, mais de moments cinétiques égaux à une ou à deux unités quantiques. Or, les premières peuvent être identifiées avec les photons ou son analogue en chromodynamique quantique qu'on appelle les gluons, qui est responsable des interactions électromagnétiques, tandis que la seconde, cette corde-là, est rien d'autre que le graviton, la particule qui transmet la force gravitationnelle. On peut obtenir de cette façon à la fois les modèles standards des particules et la relativité générale, mais dans un contexte tout à fait compatible maintenant avec la mécanique quantique, ou mieux, dans un contexte qui est fondé sur la mécanique quantique. D'un coup, on aurait réalisé les rêves d'unification d'Einstein. J'en arrive enfin aux applications possibles de cette théorie aux problèmes cosmologiques que j'ai discutés tout à l'heure. On croit généralement que la théorie des cordes, grâce à son échelle LS, est capable d'éliminer les singularités de la relativité générale. Si c'est véritablement le cas, rien ne s'opposerait à ce qu'on envisage une extension du temps au-delà du Big Bang conventionnel et, comme je l'ai déjà mentionné, de nouvelles façons de résoudre les problèmes cosmologiques surgiraient des mêmes coups. Le Big Bang dans ces nouvelles cosmologies survient quand certaines grandeurs physiques prennent
la valeur maximale ou minimale qu'autorise la taille caractéristique des cordes. Voilà, par exemple, l'horizon aura une taille minimale. On s'attend à ce que ces valeurs limites soient en deçà des valeurs planckiennes dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans ce cas, la taille finie de la corde nous éviterait d'aller tout droit dans la région la plus dangereuse de la gravité quantique. En effet, avant d'y arriver, toutes les grandeurs doivent rebondir, s'écartant des valeurs qui les limitent, ce qui marquerait le commencement de la cosmologie traditionnelle. Aujourd'hui, plusieurs modèles cosmologiques de ce type existent. On leur donne le nom générique de scénarios du pré-Big Bang, et leur intérêt peut sembler surtout philosophique dans la mesure où ils soulèvent les problèmes du commencement du temps, mais aussi étonnant que cela puisse paraître, il permet aussi des prédictions testables, puisque certains événements survenus avant le Big Bang devraient avoir laissé des traces cosmologiques observables même aujourd'hui. Ces restes d'une ère antérieure au Big Bang pourraient s'observer soit sous la forme d'un fond stochastique d'ondes gravitationnelles, que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est en train de chercher, soit comme des champs magnétiques galactiques ou extragalactiques, soit enfin comme des fluctuations caractéristiques dans la température de la radiation cosmique de fond. Bon, pour conclure, je ferai un bref résumé de ma carrière professionnelle et donnerai une vue d'ensemble de mes cours pour les années à suivre. Je dois beaucoup de ce que j'ai accompli dans ma vie professionnelle aux gens qui m'ont entouré, ma famille d'abord, mes parents, ma femme, mes enfants, qui m'ont toujours soutenu et encouragé. Sur le plan professionnel, je me sens particulièrement endetté envers 3 maîtres que j'ai eu la grande chance de rencontrer sur mon chemin. D'abord, comme l'administrateur l'a mentionné, mon professeur de mathématiques et physique au lycée, à Florence, M. Tebaldo Liverani. Il aimait les matières de son enseignement et réussissait à transmettre cette affection à certains, je dirais, de ses élèves. Le deuxième fut Raoul Gatto, qui arriva à Florence comme professeur de physique théorique au moment où je devais, entre guillemets, choisir mon destin. Il arriva avec un groupe de jeunes, principalement de Rome, et l'atmosphère qu'il créa était très stimulante. C'est alors que j'ai choisi de devenir un théoricien des particules et que j'ai appris la plus grande partie de mon métier. Le troisième fut Sergio Fubini, qui influença beaucoup ma ligne de recherche après ma thèse et qui, en 1968, m'invita à le rejoindre comme postdoc au Massachusetts Institute of Technology. Nous avons eu une formidable collaboration qui a beaucoup contribué à établir l'interprétation de mon travail de 1968 comme une théorie des cordes. Sergio vient de nous quitter, il a juste un mois, et j'aimerais dédier cette leçon à sa mémoire. Le reste de ma vie professionnelle a suivi dans un sens les vicissitudes des cordes avec leurs hauts et leurs bas. Pendant les bas, j'ai travaillé à la physique du modèle standard, en particulier à la chromodynamique quantique et ses extensions dites supersymétriques. Depuis que les cordes sont revenues à la mode en 1984, je me suis intéressé à leur implication en gravitation et en cosmologie, les 2 autres thèmes de ma chaire. Le plan préliminaire de mes cours suit largement la logique de cette leçon, sans pourtant commencer avec F égale ma. J'ai déjà mentionné que je commencerai cette année avec la chromodynamique quantique. Couvrir ensuite les modèles standards prendra 3 ou 4 ans, c'est-à-dire jusqu'au moment où les premiers résultats du nouvel accélérateur du CERN, les LHC, devraient arriver. Selon ces résultats, la suite des cours sera différente. Si les LHC devaient découvrir la supersymétrie ou de la physique nouvelle au-delà du modèle standard,
je suivrai cette voie dans mes cours aussi. Si, en revanche, la nature devait en décider autrement et qu'aucune physique nouvelle ne se fasse jour à cette échelle d'énergie, je me tournerai tout de suite vers la gravitation, la cosmologie et les cordes, avec l'espoir que d'ici là, on aurait fait des progrès, surtout au niveau de la théorie. Dans mes cours, je viserai surtout les jeunes. Les plus vieux seront des bienvenus, mais à leurs risques et périls, avec l'espoir qu'ils puissent profiter de mon expérience comme j'ai profité quand j'avais leur âge de celle de mes maîtres et mentors. Je sais parfaitement que cette tâche n'est pas facile, mais je peux vous assurer, mes chers collègues, que je ferai de mon mieux pour honorer la confiance que vous avez voulu m'accorder. Merci.